Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 11 juin 2026 et nous avons la chance d'accueillir à nouveau Jacques Sapir qui, sur Fréquence ailleurs, mais beaucoup sur Fréquence Populaire depuis quelque temps, nous fait des analyses régulières sur les grands événements géopolitiques, en particulier la guerre du Golfe, la guerre contre l'Iran et ses conséquences économiques pour le monde, qui malheureusement ça s'aggrave, on va en parler, et spécifiquement pour l'Europe et la France. Mais également, nous analysons ce qui se passe sur le front ukrainien, ses conséquences et ce qui se passe en Russie. Et bonjour. Et d'abord, bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien. Bonjour Georges, oui merci, et vous aussi, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. On va essayer, malgré les petits problèmes techniques. Bon. Jacques, une première question, puisque c'est tenu récemment le SPIEF 2026, donc le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, que certains considèrent être comme l'équivalent de Davos, mais version BRICS. Mais dans la même période, on a en Occident et beaucoup en Europe, dans les médias et dans le personnel politique, eh bien, des articles, des commentaires, des assertions de responsables européens qui nous disent l'économie russe, ça y est, elle s'effondre. C'est maintenant, les sanctions ont porté leurs fruits, l'économie russe est à bout, les Russes du quotidien sont à bout. C'est pas trop ce que tu nous disais jusqu'à maintenant, et qu'en est-il, Jacques? Bon, alors, je rappelle que dans d'autres émissions, j'avais dit que le début de l'année avait été mauvais en Russie. Il y avait eu une récession au mois de janvier et au mois de février, une récession d'un peu plus de 2%, qui, en bonne partie, s'explique par les conditions météorologiques de janvier et de février. Bon, je rappelle, on a eu des chutes de neige historiques. À Moscou, c'était les chutes les plus importantes depuis 20 ans. On a eu le même problème en Extrême-Orient. On a eu ce problème-là en Russie centrale. Bon. Et effectivement, ça avait mis l'économie un petit peu à l'arrêt. Bien. Mais dès le mois de mars, et ça c'était déjà quelque chose que j'avais pu vous dire il y a un peu plus d'un mois, dès le mois de mars, on voyait que ça repartait de l'avant. Par exemple, après les 2 mois qui avaient été en récession, le mois de mars s'était marqué par une croissance de 2,4%. Bon. Alors, après ce que j'avais dit à l'époque, c'est un bon résultat pour le mois de mars, mais il faut peut-être pas, d'une certaine manière, s'attendre à des résultats équivalents au mois d'avril. Au mois d'avril, ça risque d'être quand même beaucoup moins satisfaisant du fait de la politique de la Banque centrale qui maintient des taux d'intérêt qui sont beaucoup trop élevés. Or, ce que l'on voit quand on regarde les données pour le mois d'avril, mais aussi des données préliminaires pour le mois de mai, alors que ce soit les données qui portent ce qu'on appelle sur des indicateurs avancés, ou que ce soit des données qui sont fournies par des agences occidentales. Bien. Ce qu'on voit d'abord sur le mois d'avril, c'est que la croissance a été nettement meilleure. On attendait 0,7% de croissance du PIB, on est à 1,7% de croissance du PIB. Ça fait quand même beaucoup. Pourquoi cette croissance qui a un petit peu surpris tout le monde? Eh bien, c'est parce que l'industrie, et en particulier l'industrie manufacturière, est repartie sur une phase de croissance importante, avec une croissance de près de 3%. Alors, quand je parle de croissance, je le rappelle, c'est toujours en croissance en glissement, c'est-à-dire le mois d'avril 2026 par rapport au mois d'avril 2025. Bien. Et donc, on voit qu'il y a aujourd'hui des éléments de croissance importants en Russie. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est la situation macroéconomique. La situation macroéconomique, je l'avais décrite de manière assez simple, c'est, l'économie russe, c'est une voiture, mais son conducteur, il appuie à la fois sur le frein, la politique monétaire, et sur l'accélérateur, les dépenses budgétaires. Bien.
Alors, ce qui semble s'être passé, c'est que l'accélération a été un peu plus importante que le freinage. On voit que les dépenses budgétaires ont été importantes, essentiellement en mars et en avril. Bien. Par ailleurs, ce qui se passe aussi, c'est que à ce moment-là, comme il y a plus d'activité économique, il y a plus de recettes fiscales. Je rappelle qu'aujourd'hui, la principale source de recettes fiscales pour le budget russe, c'est la TVA. Après, il y a évidemment les revenus des exportations, enfin les impôts qui sont pris sur les exportations, et puis il y a l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Bon. Or, on voit que comme l'activité a été nettement plus élevée, et autre indicateur qui permet de le voir, ce sont les chiffres du transport. Les chiffres du transport sont en pleine expansion sur mars et avril. Bien. Eh bien, comme il y a eu plus de recettes, ça veut dire que même avec plus de dépenses, le déficit qui est traditionnellement important en début d'année, ça c'est ce qu'on appelle le cycle annuel des dépenses publiques. Je rassure tout le monde, ça existe dans pratiquement tous les pays, ça existe en particulier en France. Bon, ok. Eh bien, le déficit pour les premiers mois a tendu à se réduire. Il avait été très important en janvier-février à cause de la non-rentrée des recettes. Comme ces recettes sont rentrées en mars et en avril, eh bien, il tend à se diminuer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, les conséquences de la guerre dans le Golfe. Alors, d'abord, on s'aperçoit que les exportations de pétrole et de gaz tendent à augmenter. Elles ont augmenté de 10% au mois d'avril. 10%. C'est quand même extrêmement important, surtout que théoriquement, les raffineries et les installations portuaires russes sont ciblées par les Ukrainiens. Bon. Malgré tout, que ce soit Reuters ou Bloomberg, ces deux agences disent il y a 10% de pétrole et de gaz en plus qui ont été exportés. Et donc, contrairement à ce qu'on entend communément dans les médias ou d'hommes politiques qui nous disent que les réussites de destruction, en fait, c'est pas les destructions de raffineries, c'est les cuves qui sont stockage primaire qui sont cassés, donc ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de feu. Voilà. Et bon. malgré ça, ça augmente de 10% quand même. Ça augmente de 10%. Avec un prix qui, lui, est haut. Oui, qui est absolument fantastique. Et au mois de mai, donc on a eu les résultats donnés par Reuters et Bloomberg à la fin de la semaine dernière. D'après ces agences, ça a encore augmenté entre 3 et 5%. Donc, il y a globalement un plus d'exportation. Un plus d'exportation, c'est-à-dire plus d'activité, mais c'est pas seulement dans le gaz et le pétrole. On voit qu'il y a ce plus d'exportation dans l'ensemble des produits chimiques. Alors, l'urée, l'ammoniac, bon, etc. On voit qu'il y a ce plus d'exportation pour les métaux, et en particulier pour l'aluminium. Alors là, ça s'explique de manière assez simple. Les pays d'Asie, Japon et Corée du Sud, ils importaient de l'aluminium qui était fabriqué dans le Golfe. 24% de la production mondiale. C'est pas rien. Hein. Bon, voilà, il n'y a plus d'aluminium qui sort du Golfe désormais. Et ben donc, ces pays ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire qu'ils sont immédiatement passés des accords avec la Russie, qui, en échange, a demandé à ce que ces pays lèvent une partie des sanctions qui étaient prises contre la Russie. Et donc, le résultat, c'est que aujourd'hui, le Japon importe autant d'aluminium que la Chine. C'est quand même quelque chose d'important. Il a pratiquement multiplié par 4 ses importations d'aluminium, mais la Corée aussi. La Corée aussi est en train d'augmenter ses importations. Donc, ben voilà. Il y a un pragmatisme asiatique, japonais et sud-coréen qui, bien qu'il soit dans le bloc occidental géopolitique, disons,
sont allés à Moscou, contrairement aux Européens qui, eux, restent. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des gens qui disent à Moscou, il n'est pas exact de les insérer dans ce qu'on appelle l'Occident collectif. Il faudrait créer une autre catégorie. Oui, ce sont des pays occidentaux, mais ils ne sont pas si occidentaux que ça. Bon, okay. Donc voilà, on est sur une situation qui est de ce point de vue-là extrêmement intéressante. Troisième point, le revenu des ménages a continué à augmenter. Alors, le revenu des ménages a augmenté globalement, mais dans ce global, dans cette moyenne, en fait, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement, en fait, pour ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la petite bourgeoisie occidentalisée des grandes métropoles, grosso modo Moscou, Saint-Pétersbourg. Bon, je suis d'accord, c'est pas une catégorie sociologique véritablement robuste et véritablement bien définie, mais ça a une réalité. C'est grosso modo les gens que je connais, les gens que je peux voir, bon, etc. Ces gens-là, eux, se plaignent. Ils se plaignent, ils disent oui, nos salaires ont du mal à rattraper l'inflation. Bon, et notre pouvoir d'achat, il a peut-être diminué au début de l'année 2026. Bah. Après, quand on parle un petit peu plus avec eux, on leur dit mais globalement sur 5 ans, ah oui, mais il avait beaucoup augmenté en 2023-2024. Bien. Okay. Mais et ça, c'est des étudiants à moi ou des anciens étudiants qui sont allés faire un tour des usines dans la région Volga-Vyatka qui le disent. En fait, cette stagnation, voire cette légère baisse que l'on a du revenu pour 15 à 20 millions de personnes, elle est plus que compensée, et ce qui explique que la moyenne a augmenté. Bon, elle est plus que compensée par les revenus des ouvriers, des techniciens, bon, ce qu'on appelle en Russie rabochi ITR, c'est-à-dire grosso modo les techniciens, les contremaîtres, bon, etc. Parce que là, on a des augmentations en valeur réelle qui sont de l'ordre de 6 à 10%, toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que comme il y a eu plus de demandes et que la demande des ménages, elle est aussi portée par cette augmentation du revenu, eh bien, les usines travaillent plus, alors que 1,3 million, 1,6 million de personnes avaient été mises en chômage partiel. Chômage technique, chômage partiel. Bon, c'est-à-dire qu'ils faisaient des journées de l'ordre de 28 heures et pas la journée de 40 heures, qui est légale en Russie. Eh bien, tous ces gens, on leur a dit, maintenant vous allez travailler et puis vous allez même faire des heures supplémentaires parce que il y a du boulot, on est en pleine expansion et on voit bien que aujourd'hui tout ceci fait monter les revenus de la classe ouvrière, et je dirais de la classe ouvrière élargie. Donc pas seulement les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs de production, bon, tout ça voit son revenu augmenter extrêmement important. Ce qui fait d'ailleurs que le sentiment à Moscou n'est pas du tout le sentiment en province. Ça, on retrouve un phénomène qui est assez classique en Russie, puisque le revenu à Moscou, il est en réalité beaucoup déterminé par d'autres facteurs qui sont soit des facteurs politiques, soit des facteurs de taux de change. Ceci dit, il y a quelque chose qui arrange bien aussi cette petite bourgeoisie ou moyenne bourgeoisie occidentalisée, c'est la hausse du rouble, qui par contre n'arrange pas du tout la classe ouvrière, bon, pour un certain nombre de raisons, mais ça veut dire qu'on peut acheter moins cher des produits occidentaux, et puis surtout qu'on peut partir en vacances plus facilement. Alors je signale que, on le voit actuellement, le taux de change du rouble s'est renforcé de manière considérable, que ce soit par rapport au yuan, par rapport à l'euro, mais surtout par rapport au dollar. On est aujourd'hui avec 71 roubles
pour $1, alors qu'on était autour de 80 roubles pour $1 il y a quelques mois. Bon, donc tout ceci entraîne, je dirais, un effet mécanique qui va, d'une certaine manière, augmenter la production. Et cette augmentation, elle a été tellement surprenante pour que ce soit le ministre des Finances ou le ministre du Développement économique, M. Maxime Rechnikov, qu'ils ont au SPIF de Saint-Pétersbourg, là, qui s'est tenu le 3 et le 6 juin, qu'ils ont parlé de miracle. Bah non, excusez-moi, c'est pas l'intervention du Saint-Esprit qui a provoqué cette situation, c'est tout simplement à la fois des changements qui ont eu lieu en économie interne, en macroéconomie interne, des changements qui ont eu lieu en économie extérieure, bon, et les effets combinés de ces changements sur la consommation des ménages qui, elle, continue d'augmenter. Un point très intéressant, la production de voitures en Russie qui était tombée, alors elle était tombée très bas avec les sanctions de 2022. Elle était remontée fin 2023 à un niveau qui était même au-dessus du niveau de 2021. Bon. Et puis avec la politique monétaire qui commence à devenir très restrictive en octobre 2024, elle retombe. Mais là, ce que l'on constate depuis 3-4 mois, c'est que la production recommence à augmenter. Ils sont actuellement autour de 68-70 000 véhicules par mois, c'est-à-dire entre 750 et 850 000 véhicules par an, c'est-à-dire pas si loin que ça du niveau maximum qu'ils avaient atteint à la fin de 2023. Donc tout ceci veut dire que oui, l'économie russe, qui reste handicapée par la politique monétaire, elle est en train de retrouver des facteurs de développement interne importants. Donc tu parlais de la politique monétaire et du SPIEF, c'est là que c'est là qu'il y a eu les événements intéressants, donc au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l'affrontement en fait un peu entre le pouvoir politique et la banque centrale. Oui, tout à fait, mais ça, oui. Juste pour nos auditeurs, certains nous ont demandé est-ce qu'on irait, tout ça, est-ce qu'on y est, pourquoi on n'y est pas allé. Eh bien, sachez que c'est l'administration organisant les médias en Russie qui s'est pris les pieds dans le pinceau, dans les lacets, nous concernant, parce que Pedro a reçu 2 semaines avant le SPIEF son accréditation, et moi, alors que j'ai écrit plusieurs fois, je l'ai reçu le soir, la veille, à 11h, donc c'était évidemment pas possible d'y aller. Bon. Tout peut pas marcher, il faut garder quand même des quelques vestiges de l'époque soviétique amusants. Voilà. Tu sais, Gogol disait il y a 2 problèmes en Russie, les routes et les imbéciles. Daragi et Iduraki. On peut dire d'ailleurs que on peut dire ce qu'on disait avec nos collègues russes, c'est que sur les routes, les Russes ont fait beaucoup de progrès. Par contre, les collègues russes avaient ajouté oui, mais alors les imbéciles. Et puis il faut rajouter une chose, c'est la vieille tradition bureaucratique russe, qui ne date pas simplement de l'Union soviétique. Il suffit, là encore, de relire Gogol. Il y a quand même une très 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 grande tradition de bureaucratie, et oui, effectivement, par moment, cette bureaucratie devient extrêmement pénible. Okay. Bon, alors pour les Russes du quotidien, ça, avec les applications Moïdocument, oui. Ceux qui connaissent, ça s'est amélioré, mais alors pour les étrangers, c'est ça aussi assez intergalactique. Il y a beaucoup de tampons, beaucoup de cases, beaucoup de trucs à remplir. C'est très long et pénible. Bon, et surtout quand tu viens d'un pays qui est considéré comme inamical par rapport à la Russie. C'est sûr. Pedro en a fait les frais, parce que comme certains nous accusent d'être des idiots,
Il y en a ici aussi, des agents russes. Un pauvre Perrault, il a passé 5 heures dans les griffes du FSB à répondre à tout un tas de questions. Ah, bon, ouais. On en rit maintenant, mais au bout d'un moment, oui, Perrault qui est sympathique, il a un petit peu, bon, il serrait les fesses parce que, voilà, au bout de 3 heures, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Bon, ceci étant dit, le forum, donc il y a eu cet affrontement avec la Banque centrale de Russie, et je tiens à préciser, encore une fois, en particulier ici sur Fréquence Populaire, mais ailleurs, dans dans des interventions ailleurs en France, Jacques Sapir, qui est ici en face, qui vous parle, eh bien, est celui qui a dit que c'était l'un des problèmes de l'économie russe et qu'il avait très très bien expliqué il y a longtemps. Et donc, ça vient d'éclater au grand jour à Saint-Pétersbourg. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça n'a pas éclaté de manière violente, hein, mais ça a quand même éclaté de manière importante. Premier point, n'ont pas été invités à Saint-Pétersbourg ni Madame Nabiulina, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, ni certains de ses principaux adjoints. Et il y avait une délégation de la Banque centrale de Russie, mais à faible niveau de responsabilité au niveau des vice-directeurs, etc. Bien. Donc ça, c'est déjà un signe. Alors, pour Madame Nabiulina, pour Madame Elvira Nabiulina, on peut dire ouais, peut-être qu'elle était malade. Peut-être. Néanmoins, le fait que la délégation n'ait pas été au niveau de ce qu'elle était dans les précédentes sessions du SPIF, c'est quand même un indicateur. Bon, alors, il y a eu... tout le board n'était pas malade. Voilà. On peut dire cela. On peut dire cela, sauf à penser à un virus hautement contaminant, il y a très peu de chances que tout le board ait été malade. Bien. Alors, ce qui s'est passé dans toute une série de sessions, enfin de forums qui se sont tenus dans le SPIF. Alors moi, je le sais parce que j'ai 2 anciens étudiants qui ont participé, et qui étaient invités d'ailleurs, qui ont participé à ces forums. C'est que les ministres, alors il y avait le ministre des Finances, M. Silouanov, il y avait le ministre du Développement économique, Maxime Oreshkin, il y avait le ministre des Transports, bon, il y a eu le Premier ministre, et à la fin des fins, il y a eu Vladimir Poutine. Bon, donc les autorités russes ont été prises à partie par la salle, et donc, mais des gens qui avaient quand même des responsabilités, qui soit dirigeaient des fonds d'investissement, soit dirigeaient des grandes entreprises, et qui leur ont dit, très poliment, mais ils leur ont quand même dit, écoutez, c'est très bien d'être surpris comme vous l'avez été par la croissance économique au mois d'avril, mais quand bien même cette croissance économique se reproduirait, on ne peut plus continuer comme ça en Russie. Et quand ils disent on ne peut plus continuer comme ça en Russie, ils ne pensent pas à la guerre. Ils ne parlent pas du tout de la guerre et de ses effets, ils ne parlent pas du tout des sanctions, mais ils disent on ne peut plus continuer comme ça en Russie parce que dans notre administration, il y a des choses qui ne vont pas. Et ils ont évidemment, pas dans mon langage, mais ils ont évidemment pointé sur le conflit qu'il y a entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Alors, ils n'ont pas dit, oui, vous appuyez à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, mais ils ont dit, voilà, ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'on se fixe d'ailleurs non seulement des objectifs de court terme, ça, on en a besoin, mais il faut qu'on se fixe aussi des objectifs de moyen et de long terme, et pour aboutir à ces objectifs, pour pouvoir mettre en œuvre les politiques qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs, on a besoin de structures de coordination qui permettent aux différents organismes de se parler entre eux. Et en particulier, ils ont pris à partie ce vice-directeur de la Banque centrale et lui ont dit, écoutez, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si vous prenez l'exemple des États-Unis, la Réserve fédérale, la Fed, elle a 2 objectifs. Elle a l'inflation, mais elle a aussi le développement économique. Alors que vous n'avez qu'un objectif. Bon, ce vice-directeur a fait une réponse stupide, mais très drôle. Il a dit, ah non, mais vous n'avez pas compris, c'est pas comme ça que ça se traduit, etc.
faut être sérieux. Tout le monde connaît l'histoire des deux objectifs de la banque, de la réserve fédérale américaine. Ça avait plus de 30 ans. Bon, d'ailleurs, c'était l'une des grandes critiques que faisait mon directeur de thèse, Michel Aglietta, qui était un grand supporter de la BCE, mais qui disait le gros problème, c'est que la BCE a repris l'objectif de la Bundesbank et n'a pas pris un objectif de développement économique en même temps. Bon, c'est un débat qui a plus de 30 ans, ce débat. Tiens. Donc, on a été dans cette situation. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une série de gens dans la salle, bon, voire même de gens qui étaient à la tribune, qui ont dit, mais il faut vraiment maintenant mettre en œuvre, je dirais, une nouvelle forme d'organisation de l'administration économique qui, d'une certaine manière, supervise l'action de la Banque centrale. Alors, la Banque centrale a dit non, nous, pas question, bon, etc. Mais non, il va falloir qu'on fasse ça, il va falloir qu'on crée alors un comité de coordination. Un des responsables de la Banque centrale qui était là, ah oui, vous voulez ressusciter le Gosplan 2.0. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que dans la salle, il y a eu à ce moment-là une centaine de personnes qui ont crié oui. Bon, donc, si vous voulez, ils s'attendaient pas du tout à ça. Hein. Ils pensaient que, en parlant de Gosplan 2.0, tout le monde allait être tétanisé, etc. Et donc, il a vu que dans la salle, il y avait toute une série de chefs d'entreprise. Oui, c'est ce qu'il faut. Bon, etc. Bien. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, je ne crois pas que Vladimir Poutine va se débarrasser simplement d'Elvira Nabiullina, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, en réalité, la structure politique en Russie, elle est, je dirais, très institutionnalisée. Elle est très institutionnalisée, en tous les cas à haut niveau, et il n'est pas question que le président prenne une décision sans en parler avec l'ensemble, à la fois de ses conseillers, mais aussi avec le Premier ministre. Bien. Deuxième raison, parce qu'il existe des relations personnelles assez bonnes, et même très bonnes, entre Elvira Nabiullina et Vladimir Poutine. Bon, il n'y a rien de sexuel là-dedans, bon, mais c'est vrai, Elvira Nabiullina a été sa conseillère économique, il ne faut jamais l'oublier, pendant près de 10 ans. Et Vladimir Poutine a une vraie confiance dans cette personne. Alors là, je pense qu'il comprend qu'elle est en train de s'entêter dans une politique qui n'a pas de sens, bien, mais il ne la mettra pas brutalement à l'écart, ou s'il le fait, bon, on n'en sait rien après tout. Moi, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais s'il le fait, ça voudrait dire, pour le coup, qu'il y ait une forme d'exaspération par rapport à la situation actuelle. Bon. Donc, qu'est-ce qui est discuté aujourd'hui en Russie? Ben, c'est essentiellement la mise en place de comités de coordination ou d'un grand comité de coordination qui ne soit pas le gouvernement, qui ne soit pas l'administration présidentielle, mais qui ait d'une certaine manière autorité et sur le gouvernement et sur la Banque centrale de Russie. Donc c'est ça dont on discute. Alors quand est-ce qu'on va aboutir à quelque chose de construit? Je n'en sais rien. Je pense que ça prendra du temps. Parce que, comme tu l'as dit, il y a cette vieille tradition bureaucratique russe et soviétique, bon, qui continue d'exister en Russie actuellement, mais je pense que globalement, on va dans cette direction. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que Vladimir Poutine, dans son intervention finale, hein, dans la grande séance de questions-réponses, mais qui a été précédée par un assez long discours qu'il a fait, a continué de mettre, je dirais, au premier plan, la nécessité de simplifier l'administration.
Et il a dit, voilà, bon, puis alors, il a fait des propositions en matière de développement régional. C'est d'ailleurs assez intéressant, mais on sent bien que l'objectif de simplification reste aujourd'hui un objectif important pour, je dirais, le gouvernement et la présidence. Merci beaucoup, Jacques. C'est vraiment très intéressant, mais je dois t'avouer que moi, je nage, que moi, mais quelques autres, en pleine schizophrénie, car on réfère encore à ce qui est écrit dans Le Monde, dans le Figaro, dans le New York Times, que ce que disent certains de nos dirigeants, une bonne partie de nos dirigeants européens. Et toi, donc l'économie s'effondre. Et toi, tu nous dis la croissance repart. C'est pas un miracle, mais tellement repart que certains ont cru que c'était un miracle. Le salaire réel des gens, en particulier des catégories populaires, s'améliore. Bon, les classes moyennes n'augmentent pas autant qu'ils le souhaiteraient ou stagnent un peu, mais enfin bon. L'État, eh bien, la Russie compense ce que n'exporte plus le Golfe en raison de la guerre contre l'Iran. Donc, ammoniac, ils font du shit, aluminium, du pétrole et du gaz. Et tout ça a augmenté considérablement. Donc, avec les taxes à l'exportation, ben, c'est des revenus colossaux pour l'État. Même le rouble s'est renchéri. Alors, on sait que ça n'a aucun sens, mais à une époque, nos économistes de bateau, comme Jean Pateau, alors eux, ils disaient, oh voilà, le rouble est à, je sais plus, on est arrivé jusqu'à 100. Et surtout 130. On était monté à 130. C'est la fin, il s'écroule. Bon, là, maintenant, il est tombé à $1 pour 70 roubles. Bon, en fait, de quel effondrement économique est-ce qu'il parle? Quel est le sens de tout ça? Alors, je vais dire très franchement, certains journalistes économiques, les moins pires, font ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils prennent des statistiques sans regarder ce qu'il y a avant. Évidemment, ils ne regarderont pas ce qu'il y a après, etc. Et ils disent, ah oui, là, il y a une baisse, ça veut donc dire que les choses vont mal. Bon, c'est pas comme ça qu'on procède. Je rappelle que la meilleure méthode pour avoir une idée de la tendance de l'économie, c'est quand même d'utiliser ce qu'on appelle une moyenne mobile sur 12 mois, par exemple, l'équivalent d'une année, mais qui va donc se déplacer. C'est quelque chose qui avait été bien expliqué dans un article des Annales de l'INSEE sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Je crois que cet article devait dater de 1976 ou 1977. Bon, etc. Donc ça, pour dire que ça fait longtemps hein, qu'on connaît cette méthode. Bon, tout ça. Et quand on le fait, quand on applique cette méthode sur la Russie, ben on voit que effectivement il y a une baisse de la croissance qui est largement due à la politique de la Banque centrale, mais que après cette baisse de la croissance, on se stabilise sur une pente de croissance, certes, à mon avis, trop faible, mais quand je dis trop faible, on est quand même sur une croissance de l'ordre de 1,5%, etc. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, là je vais reprendre un article que vient de sortir dans le journal du dimanche Luc Ferry. Bon, c'est pas ma première lecture, hein, je dois dire, mais au moins là il dit quelque chose qui a du bon sens. Il dit, écoutez, le degré de russophobie qui existe aujourd'hui en France devient ridicule. On explique grosso modo que Poutine c'est pire qu'Hitler, ok, et on explique que Zelensky est un ange. Il dit, c'est évidemment que les deux sont faux. Évidemment que les deux sont faux. Ça ne veut pas dire que j'apprécie tout ce qu'a fait Vladimir Poutine. Bon, mais très clairement, il faut revenir à la raison. Mais c'est le problème, c'est que aujourd'hui, on ne veut pas revenir à la raison. C'est pas qu'on ne peut pas revenir à la raison. Les statistiques existent, mais on ne veut pas. Prenons un cas, par exemple. David Pujadas, sur LCI. Bon, c'est LCI a un biais pro-ukrainien très net. Et pourquoi pas? Moi, je leur fais pas cette critique, hein, de la même manière que on a sur CNews un autre type de biais. Bon, ok, ça s'appelle le pluralisme de l'information. Okay. Mais ils continuent d'utiliser
les calculs de PIB au taux de change. Quand on fait de la comparaison internationale, on sait très bien qu'il faut utiliser la parité de pouvoir d'achat. Je suis désolé de le dire, mais un étudiant de première, voire de deuxième année d'économie le sait. Il sait comment on calcule la parité de pouvoir d'achat. Bon. Et si on prend la parité de pouvoir d'achat, ben oui, la Russie est la 4e économie du monde. La première, c'est la Chine, 22% de l'économie mondiale. La deuxième, ce sont les États-Unis, à peu près 15%. La troisième, c'est l'Inde, à peu près 7,5%. Et la quatrième, c'est la Russie, environ 3,9%. Ben oui. Donc, le fait que... Alors, on a parlé de cette histoire de la parité de pouvoir d'achat depuis 2022. Alors, je veux bien que des journalistes qui ne sont pas des économistes, et je leur en fais pas le reproche. Hein. Bon, vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas non plus obligé de savoir toutes les subtilités d'un raisonnement économique. Bien. Ils utilisaient le PIB au taux de change. Et c'est pour ça qu'ils disaient, oui, mais regardez, la Russie, c'est l'économie de l'Espagne. Bon, c'est évident que c'était absolument absurde, cette question. Bien. Mais depuis 2022, on est des dizaines et des dizaines à avoir expliqué, c'est pas comme ça qu'on fait une comparaison. Si on veut faire une comparaison, on utilise la parité de pouvoir d'achat. Ben, ça, disons ça ne rentre pas dans leurs oreilles. Et si ça rentre pas, c'est essentiellement à cause de cette russophobie qui existe et qui devient aujourd'hui absolument monstrueuse. Mais cette russophobie, ça a d'autres traductions. Par exemple, le scandale provoqué par la décision de Zelensky de faire rentrer la dépouille mortelle de Melnik en Ukraine, de lui faire des funérailles hautement officielles, et puis de donner à une unité de l'armée ukrainienne le nom de, enfin, le titre de héros de l'UPA. Bien. C'est une question qui a des conséquences absolument dramatiques. Parce que c'est la première fois que, officiellement, le gouvernement ukrainien réhabilite les gens de l'OUN, donc la branche armée, et de l'UPA, qui étaient des nazis. Ce sont des génocidaires. Melnik... Oui, tout le monde ne connaît pas Andrei Melnik, c'est voilà. une sorte de Menchevique par rapport à Bandera, puisque Voilà, qui est un des opposants. Bon, deux bandes différentes, enfin deux voilà, groupes différents du même mouvement, et qui se sont illustrés, entre autres choses, certes dans leur combat pour l'indépendance ukrainienne, mais qui est passé par rouler, tuer les Juifs, participer à la Shoah par balle, et massacrer des dizaines... mais massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Polonais. D'ailleurs, il faut savoir que compte tenu de leur discours génocidaire qui existait avant-guerre, parce que ces gens étaient en fait dans l'émigration, hein, bon, Bandera et Melnik avaient été condamnés à mort en 1936 par le gouvernement polonais, qui n'était pas spécialement un gouvernement de gauche. Le gouvernement du colonel Beck était un gouvernement antisémite. Clairement, c'était un gouvernement ultranationaliste qui cherchait l'amitié avec les Allemands. Mais voilà, quand il tombe sur des déclarations comme quoi il faut purifier la terre ukrainienne de Volhynie de la souillure polonaise, il comprend ce que ça veut dire et il réagit immédiatement. Bon, donc, on est face à cette situation-là, et le fait que la presse française en ait très peu parlé et ne se soit pas posé la question, comment se fait-il que l'on ait ce mouvement progressif qui a commencé avant la guerre? De dire que c'est uniquement la faute de la guerre est faux. Je suis désolé, les premières places et les premières rues Bandera ont été renommées au début des années 2000.
moi, j'étais à Kiev à cette époque-là. J'ai posé ouvertement la question à un représentant du gouvernement qui a éludé, qui a dit ah oui, vous savez, c'est une question compliquée. Bien, on sait ce que ça veut dire quand les gens commencent à me dire ah oui, c'est compliqué. Bien, c'est une forme de déni qui n'ose pas s'affirmer. Mais évidemment, depuis 2014, c'est quelque chose qui a pris une importance de plus en plus grande. Et si M. Zelensky, quand il a été élu, était sur des positions très correctes sur cette question-là. Il avait dit, on ne peut pas se référer de cette manière-là à ce qu'a fait l'OUN Lune en Volhynie, quand même ce qu'a fait l'UPA aussi, parce que il faut savoir que ce sont des milices levées par l'UPA qui ont encadré ce que l'on appelle la Shoah par balle, qui a lieu en juillet, de juillet à octobre 1941. Bon, il avait très bien conscience de ce problème-là. Et ce qu'on voit, c'est que depuis son élection jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce n'est plus le même Zelensky. Il faut le dire. C'est quelqu'un qui a connu une forme d'évolution extrêmement négative. Alors, que l'on dise oui, mais il est sous tension permanente. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Et c'est probablement ce qui explique sa consommation de drogue, qui est maintenant attestée par tous les gens qui l'ont fréquenté. Non, bon. Puis la guerre favorise la prise de contrôle de secteurs importants par des groupes néo-nazis. Parce que tout à fait. L'argument qui est souvent avancé, c'est celui mais il représente rien électoralement. C'est possible, ou en tout cas pas grand-chose. Mais là n'est pas le problème, c'est que depuis Maïdan, et puis surtout depuis le conflit, ils occupent des positions telles que peut-être que effectivement le Zelensky de jusqu'à 2022, même 2023, n'aurait pas fait ça. Mais là, la pression peut-être est telle, lui-même a peut-être changé, qu'ils font quelque chose qui est... Il faut bien se rendre compte, parce que bon, tout ça, c'est loin, mais et pour ceux qui connaissent l'histoire de France, c'est comme si notre président faisait les honneurs à Marcel Dère. Oui. Oui, oui. Ou décider, je sais pas moi, de transférer dans un cimetière militaire d'Orio. D'Orio, bon. Et il faut bien imaginer que pour un régime russe qui dit que qui relie tout ça à la Deuxième Guerre mondiale et il dit il faut dénazifier, franchement, c'est du pain béni. Il n'y a même plus besoin de faire de propagande. Ben oui, tout à fait. Parce que autant le discours russe de 2022 sur oui, le régime ukrainien est un régime nazi était clairement faux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des nazis, mais le régime n'était pas nazifié, bon, etc. Aujourd'hui, par contre, il y a un phénomène de nazification. Parce que ce qui se passe avec Zelensky se passe aussi avec Boudanov. Se passe aussi avec Syrski, le chef d'état-major. Bon, on a aujourd'hui non pas un, mais des dizaines de discours qui vont dans ce sens. Pardon. Bon. Alors si d'un côté on considère ces questions économiques donc complètement à côté de la plaque, mais qui donne une sorte de légitimité au moins dans nos médias à nos dirigeants pour dire il est temps de faire pression diplomatiquement sur la Russie, mais on a le même délire en fait sur la question militaire, parce que on sort d'une séquence d'un peu plus d'un mois où l'armée russe, à nouveau, elle est affaiblie, elle est fatiguée, elle n'avance pas, même les Ukrainiens ont le momentum maintenant, ils avancent. On est chez les fous, c'est pas du tout la réalité. Enfin, là, on est dans 1984. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors ça c'est extrêmement frappant. On voit par exemple que
entre fin mai, disons entre fin décembre 2025 et fin mai, même des institutions américaines reconnaissent que le taux d'occupation de territoire par les forces russes a augmenté de 15%. Bon, donc il y a bien quelque chose qui se passe. Après, quand on regarde sur la carte de manière plus précise, on voit qu'il y a 3 points, peut-être 4, qui sont importants. On a dans l'oblast de Donetsk, Konstantinovka. Konstantinovka, c'était une des villes fortifiées, et que là, actuellement, les forces russes sont en train de prendre. Alors, ils le prennent à leur manière, ils encerclent, ils font des pénétrations de petits groupes du génie à l'intérieur pour faire des sabotages, bon, etc. Mais aujourd'hui, les forces ukrainiennes sont en position extrêmement difficile sur Konstantinovka, à tel point d'ailleurs que Syrski, le chef d'état-major, était venu, et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une partie des troupes ukrainiennes qui se retirent du coin. Donc ça c'est le premier point. Deuxième secteur, le secteur de Zaporizhzhia. Alors, les Ukrainiens ont mis toutes leurs forces pour empêcher les forces russes d'avancer directement vers Zaporizhzhia, et ils ont arrêté les forces russes. Mais à ce moment-là, les Russes ont attaqué de flanc. Et donc, la situation là. Avec de lourdes pertes. Voilà, et avec de lourdes pertes pour les Ukrainiens, hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on est pratiquement au taux de 1 mort russe pour 3, voire 4 morts ukrainiens. C'est absolument abominable. Bon. Donc, c'est peut-être plus important même que Konstantinovka, parce que si les dernières défenses devant Zaporizhzhia tombent, les Russes n'ont plus rien devant eux avant 200 ou 300 kilomètres. On est sur ce qu'on appelle la steppe pontique. Et là, ça veut dire que, alors évidemment, avec des drones, les Ukrainiens peuvent toujours tenter de résister, mais là, grosso modo, il y aurait une forme de perte évident de forme de défense. Bon, ça c'est le deuxième point. Et puis on a 2 autres régions. On a la région de Liman, où là encore, la ville de Liman est en train d'être investie par les forces russes. Et puis on a vers Kharkov, donc au nord, hein, sur le front nord, on a une avancée régulière des Russes qui sont en train de repousser la zone tampon, qui initialement devait faire 10 km, qui aujourd'hui se situe plutôt à 20 km, bon, et qui avance aussi dans cette région. Bref, on voit très bien que l'armée ukrainienne se débat dans une situation qui est très difficile pour elle. Elle est obligée de faire bouger ses meilleures troupes d'un point à un autre pour servir de pompiers dès qu'un incendie se déclare. Et ça veut dire que les Ukrainiens n'ont plus assez de troupes. Ils sont en manque de troupes, ils n'ont plus de réserve. Ils ont des problèmes de matériel parce que l'attrition matérielle a été considérable ces 6 derniers mois. Bon, et les pertes ukrainiennes, et là encore, je renvoie à des sources qui sont des sources américaines ou des sources ukrainiennes, qui constatent que on est entre un taux de destruction de 1 à 2 jusqu'à 1 à 5,6 en faveur des Russes. Bon, c'est quand même extrêmement important. Alors oui, les Ukrainiens réagissent par des lancers de drones qui sont spectaculaires, qui sont, en termes de communication, de belles opérations. Oui, bon, ils ont fait sauter un dépôt de carburant à Kronstadt. C'était pas quelque chose visiblement de très important, mais en tous les cas, ça permet de faire de très belles photos. Regardez. Dans le Spiev, justement. Voilà. Bon, voilà. Au début du voilà, Vladimir Poutine va venir et puis il va voir que sa ville est en feu. Bon, faut ramener les choses à des proportions plus réelles. Oui, il y a quelques citernes qui ont flambé, oui, effectivement. Bon, mais ce que l'on oublie, c'est que en réponse,
en réalité, les Russes maintiennent un matraquage sur l'ensemble de l'économie et des moyens ukrainiens qui est absolument effrayant. Par exemple, ils finissent de détruire maintenant au niveau des sous-stations le système électrique. Ils ont démoli à peu près la moitié des capacités de transport ferroviaire des chemins de fer ukrainiens. À tel point d'ailleurs que le responsable des chemins de fer a lancé un cri d'aide, une demande d'aide. Il dit voilà, on peut plus, nos capacités de transport ont diminué d'environ 50%. Bon, le port d'Odessa va. Pas que d'Odessa, il y a toute une série de ports autour d'Odessa. Ces ports sont attaqués régulièrement et aujourd'hui sont très largement détruits, ce qui fait que les capacités d'exportation de grains de l'Ukraine sont très compromises. En fait, il faudrait qu'ils utilisent les chemins de fer pour les faire parvenir via le chemin de fer jusqu'à la Roumanie, pour les exporter via le port de Constanta. Le problème, c'est que les chemins de fer sont aujourd'hui ciblés de manière absolument systématique par les Russes. Donc, on est dans cette situation-là et ça commence à sentir de plus en plus mauvais pour la situation ukrainienne. Je pense que Zelensky en a conscience. Je pense que derrière ces grandes proclamations, etc., il a conscience que la situation se dégrade maintenant très fortement. C'est pour ça qu'il veut à tout prix un cessez-le-feu. Et le problème, c'est que les Russes, d'abord, ils n'en veulent pas. Et pourquoi accepteraient-ils la demande de Zelensky alors qu'ils ont pour l'instant, je dirais, la main sur la situation militaire? Ce que veulent les Russes, c'est un accord de paix. Et un accord de paix qui, d'une certaine manière, empêche l'Ukraine de recommencer une guerre dans 4-5 ans, quand elle se sera en partie reconstruite. Bon, oui, puis c'est un accord de paix global voilà. Avec l'OTAN. C'est pas Voilà. juste. Ils veulent un accord de paix global, et je pense qu'ils l'obtiendront. Oui, mais et je pense qu'ils l'obtiendront. oui, alors, rien n'avance, puisque de l'autre côté, on parle de cessez-le-feu et de la Russie perd. En fait, il semble, surtout vu la pression des durs, disons, en Russie, que l'option vers laquelle se dirige, y compris maintenant le Kremlin, donc Poutine, c'est la capitulation sans condition. Oui, même si ça ne sera pas exactement les termes. Je pense que s'il faut faire des concessions de forme, de manière à obtenir la réalité d'un accord de paix, Poutine est suffisamment intelligent pour le comprendre et pour le faire. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on commence à voir au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne des dissensions importantes. Alors déjà, les Ukrainiens se sont mis à dos les Polonais, et on les comprend. Et on les comprend tout à fait. Le président polonais est absolument furieux contre la réhabilitation des assassins de la Volhynie. Il faut quand même dire une chose, hein, pour que probablement les auditeurs ne savent pas. Les massacres de Volhynie, qui ont donc eu lieu fin 43, début 44. Ces massacres, donc on avait les bandes armées de l'Un, qui étaient encadrées par des soldats allemands, mais qui étaient en fait des Polonais de la division SS Galicie. Ces soldats étaient armés. Les bandes armées de l'Un ne l'étaient pas. Donc elles n'avaient pas de fusil. C'est un massacre qui a été fait à la hache. C'est exactement la situation du Rwanda. Tu sais, quand on avait parlé d'un génocide à la machette. On est dans la même situation. Non, mais j'étais juste derrière après en 94, donc je vois très bien de quoi on parle. Tu vois, ça, c'est l'horreur absolue. C'est horrible, mais bon, aux armes blanches, lentement. C'est absolument l'horreur. Grosso modo, les bandes armées ukrainiennes ont utilisé 2 armes, des armes blanches, comme tu dis, et le feu. Ils ont fait, non pas un Oradour,
mais des dizaines d'oradours. Ils enfermaient la population dans une église ou dans un bâtiment, comme ces bâtiments étaient très souvent en bois, et puis ils mettaient le feu en répandant du pétrole ou de l'essence et en allumant. Bon. Donc le niveau d'atrocité qu'il y a eu dans la Volhynie, malheureusement, dépasse l'imagination, à tel point que les officiers allemands présents, et ça c'est dans le livre de Saul Friedländer, sur les massacres des Allemands, ces officiers allemands ont été choqués. Ils ont trouvé que le niveau de barbarie atteint par les bandes armées ukrainiennes dépassait ce qu'ils avaient pu voir. On peut penser que ces officiers allemands, depuis 1941, en termes d'atrocité, ils devaient être plutôt blindés. Bon, tu vois. Bon, donc voilà, bon, on a ça. Les Bulgares disent qu'ils ne donneront plus d'armes aux Ukrainiens. Et le président bulgare a dit, ben non, on en a besoin pour nous, donc on vous en donnera plus. Nous avons le président finlandais qui commence à dire, non, c'est plus possible, il faut discuter avec les Russes. Nous avons le ministre de la Défense britannique qui vient de démissionner. Pourquoi ? Parce que quand Keir Starmer dit oui, nous allons, les Russes vont nous attaquer en 2030, il faut s'armer, etc., il constate qu'il n'y a pas eu d'accroissement du budget de la défense. Et que le budget de la défense reste au niveau ridicule, je ne peux pas l'appeler autrement, qu'il était au précédent. Donc, il y a maintenant toute une série de choses qui sont en train de craquer. Même la France et l'Allemagne remettent en cause la position de Kaja Kallas, la commissaire européenne aux affaires étrangères, et prétendent constituer un groupe qui soit pas sous l'autorité de Kaja Kallas. Donc, on commence à voir les choses s'effriter dans le soutien à l'Ukraine et dans la politique, je dirais, des durs de l'Union européenne par rapport à la Russie. Merci Jacques. Alors ça fait un bout de temps qu'on te tient. Bon, cette fois-ci on a beaucoup parlé de cette partie-là, de grand affrontement global et du changement du monde. Juste peut-être un mot sur la... on fera une émission la prochaine fois sur la suite dans le Golfe. En gros, rien ne change si ce n'est la manifestation de l'Iran qu'elle a la main haute, puisqu'elle s'autorise même à tirer sur sur Israël, pardon, en ayant prévenu pendant 10 jours que s'ils continuaient leurs attaques sur le sud Liban, c'est ce qui allait leur arriver, et de voir Donald Trump demander à Netanyahou de ne pas frapper trop fort. Il y a eu hier le pataquès avec un hélicoptère abattu et puis les Américains qui tirent qui tirent un peu sur des cibles, mais c'est un peu mou, hein, on va dire. Ça ressemble plus à un tir de parade que de communication. Mais en attendant, en réalité, rien ne change. Hein, tout est toujours gelé. Donc pour l'économie, ça ne va pas bien. Alors on va pas revenir sur je vous renvoie à tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as dit, parce que bon, ça ne change pas. On a le scénario de guerre longue, enfin en tout cas pour l'économie. Mais là aussi, j'aimerais avoir ton avis sur ce point précis. Ça ne percole pas du côté de nos politiques en France, et même certains on entend dire bon, vous voyez, ça va bien, les gens préparent les vacances d'été, le bac va bientôt se passer comme normalement, on a nos histoires, nos différents marronniers, il y a un drame national qui concerne la violence faite aux enfants. Bon, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Mais ils disent, tout ça, c'est des histoires. Les choses vont bien parce que de toute façon, à chaque fois, ça va bien à la fin. Est-ce que tu penses que tout ira bien ou on se dirige vers ce gros problème de septembre que tu as évoqué ? On se dirige même vers un gros problème dès juillet. Là, il y a un expert, un expert pétrolier du groupe Carlyle. Bon, là encore, c'est pas un groupe extrêmement fréquentable pour des raisons politiques, mais qui est quand même assez sérieux et qui montre que
bon, grosso modo, on a besoin, enfin, il manque à l'économie mondiale entre 250 et 270 millions de barils mois. L'ensemble des réserves qui ont été engagées dans le marché. Alors, c'est intéressant parce que le graphique, d'ailleurs, ne fait pas mention des réserves françaises. C'est un autre problème sur lequel on reviendra, parce que je pense que ces réserves françaises, elles étaient en réalité très faibles. Bon. Mais, donc voilà. Ils considèrent que à partir du mois d'avril et du mois de mai et du mois de juin, grosso modo, il y a 76 millions de barils qui sont mis au marché à partir des réserves. Bien, donc, on a d'un côté 250 à 270 millions de barils qui manquent, mais on a environ 75 millions de barils qui viennent au marché, ce qui permet de réduire le déficit, et c'est ce qui maintient les prix à des niveaux élevés, mais pas extraordinairement élevés. Par contre, ce qui montre, c'est qu'on passe de 76 millions de barils à 22 au mois de juillet, parce que les réserves sont épuisées. Donc ça voudrait dire que si on reprend sur les, disons, 250 millions de barils, on avait 175 millions de barils manquants au mois de juin. Au mois de juillet, on en aura 225. 225 à 230. Donc il y aura nécessairement une nouvelle hausse des prix importante au mois de juillet. Et donc, non, les conséquences, elles vont être importantes dès le mois de juillet. Évidemment, ça va s'amplifier en août et en septembre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, ça va accélérer le phénomène de l'inflation, comme je l'avais prévu, et ça va surtout provoquer une accélération du phénomène, je dirais, de contraction de l'activité. Les chiffres des commandes pour les entreprises allemandes sont tombés dramatiquement. Ils sont tombés dramatiquement. Alors, ils avaient connu une petite hausse en mars, et là, ils se sont complètement effondrés. On est pratiquement à moins 5%. C'est très, 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 très important. Donc, ça veut dire que l'économie allemande va aussi très mal. Bon, voilà. Donc, on a cette situation économique. Maintenant, géopolitiquement, c'est un point intéressant. On est en fait en train de sortir du problème de la guerre dans le Golfe. En fait, ce que disent les Iraniens, c'est ne touchez pas au Liban. Si vous touchez au Liban, on ne signe pas. Et les Américains sont obligés de se retourner vers les Israéliens et de leur dire, bah écoutez, vous vous calmez un petit peu sur le Liban. Il faut rappeler que c'était au bout des 38 jours de guerre, c'était le premier cessez-le-feu. Il y a eu ce pataquès qui a duré 24 heures où les Iraniens ont dit non, c'était Liban inclus. Au début, les Américains ont dit oui, c'était Liban inclus, puis bon, c'était plus Liban inclus. Et c'est là que les Iraniens ont dit bon, on rebloque Hormuz. Oui, tout à fait. Si on n'aurait pas eu ça, Hormuz serait rouvert depuis maintenant 50 jours quand même. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est est-ce que les Américains ont réellement la capacité de bloquer les Israéliens sur le Liban ? C'est ça la véritable question. Mais après se pose une autre question. Est-ce que... alors bien sûr, il peut tenir pendant quelques semaines, mais est-ce que Netanyahou peut se permettre de se séparer complètement des États-Unis ? Non. Et on voit d'ailleurs que dans le Golfe, à côté de la négociation entre Iran et États-Unis, on a plein d'autres négociations qui sont en train d'avoir lieu autour d'un pacte de non-agression entre Saoudiens et Iraniens, entre Émiratis et Iraniens, entre Qataris et Iraniens, etc. Donc, les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation assez mauvaise, parce que non seulement ils sont obligés désormais de faire les gros yeux à leur allié israélien s'ils veulent arriver à un accord avec l'Iran,
Mais par ailleurs, dans leur dos, ou sous leur nez, hein, ça dépend quelle formule on adopte, les États du Golfe, qui étaient normalement les protégés des États-Unis, disent, ben voilà, la protection américaine, on compte plus dessus, et on va passer des accords de non-agression avec l'Iran. C'est un retournement de situation par rapport à ce qu'elle était fin février de cette année, absolument invraisemblable. On disait fin février de cette année, et c'était pas faux, l'Iran a été affaibli par la guerre des 12 jours, l'Iran est relativement isolé dans la région, en tous les cas, les États du Golfe soutiennent de fait les États-Unis, etc. Et là, on voit que tout est en train de s'écrouler. Donc, je pense que les États-Unis auraient, s'ils veulent pouvoir maintenir leur degré de contrôle sur les États du Golfe, auraient maintenant intérêt à très rapidement aboutir à un accord avec l'Iran, sauf que cet accord ne dépend plus d'eux, et Netanyahou n'est pas visiblement très, très réceptif à des arguments de rationalité. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a un autre problème, c'est est-ce que les Américains sont prêts à accepter que l'Iran ait un programme nucléaire? Et je vais dire une dernière chose. Au début des années 90, j'avais publié un papier où je disais la lutte contre la prolifération nucléaire a échoué. Il faut en prendre acte. Et il faut désormais avoir un espèce de statut officiel du proliférateur. En fait, ce qui est le plus dangereux, c'est un pays qui prolifère de manière clandestine ou semi-clandestine. Il faudrait beaucoup mieux dire, ben voilà, si vous voulez avoir l'arme nucléaire, il faut que vous acceptiez toute une série de conditions, mais on ne va pas commencer la discussion en disant, vous n'aurez jamais l'arme nucléaire. Ça ne marche pas. Bon. Je me suis fait taper dessus de tous les côtés. Tu peux pas dire ça, bon, etc., bon, etc. Je regrette. Nous y sommes. La Corée du Nord, elle a gagné. Elle a obtenu l'arme nucléaire. Et maintenant, avec la visite de Xi Jinping à Pyongyang, c'est une forme de reconnaissance officielle. Bon. L'Iran va gagner là-dessus. Donc, si on veut, d'une certaine manière, limiter les dégâts, hein, bien sûr, moi je serais pour que l'arme nucléaire soit réduite aux 5 puissances du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas possible. Il faut l'accepter. Donc il faut. Ou alors, il aurait fallu aborder les choses autrement. Et quand on remonte le fil, tous ceux qui disaient de Trump, je me souviens, il n'y a pas déclenché de guerre, il est formidable, à sa politique avec la Corée du Nord, et ce qu'il a fait avec l'Iran, c'est à sortir des accords de Vienne sur le nucléaire, vont provoquer une prolifération massive. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, il faut rajouter le cas libyen et le cas irakien. Bon, la leçon est claire pour tout le monde. Tout à fait. Je dois dire que c'est la guerre États-Unis-Irak de 2003 qui a mis les points sur les i. Là, il était clair que pour tout pays qui aurait des problèmes ou qui pouvait avoir des problèmes avec la politique américaine dans le futur, l'accession à l'arme nucléaire devenait la garantie ultime. Donc, en réalité, c'est une politique étrangère des États-Unis qui est hors contrôle, qui n'accepte plus le contrôle des Nations Unies. Bon, ce qu'on voit déjà en 98-99 avec le déclenchement de la guerre contre la Serbie, bon, et puis après la guerre contre l'Irak, etc. Bon, ben voilà, on est rentré dans un monde où on ne peut plus utiliser la carte de la non-prolifération. Ce que l'on peut encore faire, c'est la construction d'un cadre
politiques, diplomatiques, économiques, qui encadrent justement et qui garantissent le fait que cette arme nucléaire dont se doteront, alors ça sera une arme nucléaire à quelques unités, 15, 20, peut-être 30 têtes, bon, servent uniquement à but défensif. Mais voilà, on est dans cette situation, et c'est une situation que personne ne veut regarder en face, alors qu'elle est devenue désormais absolument inévitable. Eh bien, merci Jacques, c'est vraiment très intéressant et merci de nous avoir sauvé la mise parce que vous ne le savez pas, mais il y a eu un petit problème au démarrage. Il a fallu qu'on refasse tout. Merci beaucoup, Jacques, merci pour ces analyses. Merci à toi, Georges. On se donne rendez-vous peut-être d'ici une dizaine de jours, on verra, pour voir les développements. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, de commenter. C'est un suivi qu'on fait avec Jacques. Donc, posez les questions. Ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Partagez la vidéo. Elle marche très bien en ce moment avec Jacques et pour cause. Et puis, allez sur notre site, notre portail numérique, pop.media. Vous renseignez un email et vous avez accès à maintenant de très 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 nombreux articles, dont ceux de Jacques, et nous sommes bien fiers d'avoir les articles de Jacques Sapir, parce que là je les ai relus, ceux que tu as fait depuis le début du conflit, et bien ma foi, malheureusement, tu ne t'es pas trompé. Tu peux être fier de toi, mais bon, c'est un peu embêtant pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Georges. Pourtant, tant que l'on gagne en Ukraine, tant que l'économie mondiale va bien, puisque c'est ce qui est dit dans nos médias, profitez-en, parce que peut-être que tonton Jacques a raison. Merci à tous. Merci Jacques encore une fois. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.